On a commencé juste les musiciens, moi et un ingé son, donc on devait être 6. On a fini à 12 dans un véhicule plus grand. C'est marrant, on a vraiment vu évoluer comme ça à la fois le public, parce qu'on a commencé devant un public relativement petit, parfois devant 30 personnes. Et puis on a vu comme ça, au fur et à mesure des mois, les salles s'agrandir, les véhicules aussi, l'équipe. Il y avait quelque chose comme ça de très encourageant, de très gratifiant à voir le projet au fur et à mesure vraiment se développer. Clara, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous d'être aussi nombreux. Vous avez devant vous un phénomène, on peut dire ça, un phénomène fort sympathique, le phénomène de l'année en chanson. Premier album, Sainte Victoire, sorti en avril 2018. Depuis, une victoire de la musique au mois de février dernier, avec beaucoup d'émotions, on s'en souvient. Moi, j'ai vu ça depuis les coulisses et vous étiez un petit peu... Secoué, voilà. Une tournée complète, une longue tournée complète, un disque de platine, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire plus de 100 000 exemplaires vendus, ce qui est aujourd'hui absolument remarquable vu ce qu'on appelle le marché du disque. Des couvertures de magazines, en veux-tu, en voilà, et la plus belle, celle de Télérama, il n'y a pas très longtemps. Et puis votre tournée qui s'est terminée il y a peu de jours, en fait, il y a 2 semaines, tout juste, sur 2 Olympias, archi complet. La fin de cette aventure à la fois très belle, sans doute très fatigante, très bouleversante pour vous. Comment on se sent à la fin de ces 2 ans de tournée, de cette année triomphale? Est-ce qu'on est content d'être enfin en vacances? Est-ce qu'on est un peu déprimé dans une petite déprime post-tournée? Parce qu'il faut bien revenir à une vie un peu plus ordinaire, j'imagine. Comment vous vous sentez? C'est un mélange d'émotions en fait, mais déjà je me sens pas du tout en vacances. Je travaille beaucoup encore. J'ai très envie d'écrire la suite. Ça me démange. Et du coup, je suis pas du tout dans une phase de repos, une phase de déprime non plus. C'est un mot un peu trop fort, mais j'ai déjà une nostalgie par contre, parce que ça a été tellement fort et tellement beau. Et puis aussi parce que finalement, j'ai eu l'impression d'être en colonie de vacances pendant 2 ans. Je me suis habituée vraiment, je crois, à la compagnie de mes musiciens et des gens avec qui on était sur la route. Et puis, souvent, le matin, je me réveille et il me manque, en fait. Je me dis, mais vous êtes tous les gars, ouais. Quand est-ce qu'on va au catering? Racontez-nous un peu, c'est quoi la vie de tournée pour une jeune femme comme vous? Vous avez quel âge, exactement? J'ai 27 ans. 27 ans. Vous étiez la seule femme sur la tournée? Non, j'ai eu la chance de pouvoir recruter une régisseuse. Voilà. Et autrement, une équipe et sinon de des garçons. Ouais. Combien vous étiez? Vous avez voyagé en bus? Vous dormiez dans le bus? On a commencé juste les musiciens, moi et un ingé son. Donc on devait être 6. On a fini à 12 dans un véhicule plus grand. C'est marrant, on a vraiment vu évoluer comme ça à la fois le public, parce qu'on a commencé devant un public relativement petit, parfois devant 30 personnes. Et puis on a vu comme ça, au fur et à mesure des mois, les salles s'agrandir, les véhicules aussi, l'équipe. Il y avait quelque chose comme ça de très encourageant, de très gratifiant à voir le projet au fur et à mesure vraiment se développer. C'est vrai qu'on l'a vu, nous, à nos postes, nous, journalistes, d'observateurs. On a vu ce projet progresser petit à petit, assez lentement au début même, on peut le dire. C'est-à-dire le disque est sorti en avril 2018. Moi, je faisais partie de ceux qui le trouvaient formidable et nous étions nombreux dans ce cas-là. Mais les radios, par exemple, ne le diffusaient pas. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que si les radios ne diffusent pas, malgré tous les autres vecteurs de communication, les autres notamment l'Internet, ben c'est quand même très difficile d'atteindre le public. Tout à fait. Comment vous avez vécu ce démarrage qui était, ma foi, assez lent, on va dire? Je l'ai très mal vécu. J'avais peur que personne n'écoute mes chansons. C'était vraiment terrifiant pour moi de me dire, bon ben voilà, maintenant l'album est là, mais il va falloir trouver un public. Et je l'ai donc très mal vécu, mais pour autant, quand je regarde maintenant la façon dont les choses se sont déroulées, je me dis, c'était pour le mieux, dans le sens où je connais ma personnalité et je sais que je suis comme ça, parfois un peu fragile. Je suis pas certaine que j'aurais très bien vécu, par exemple, l'expérience d'un buzz. Le fait de
Il y a des gens comme ça qui mettent une chanson sur Internet et puis qui sont vraiment propulsés comme ça, du jour au lendemain, au rang de stars, je sais pas. Moi, ce qui arrive assez souvent dans votre génération. Oui, c'est ça, c'est vraiment... L'exception est plutôt mon parcours à moi, quoi. Donc, mais ça me va très bien, j'ai aimé vraiment que ce soit lent, finalement. Genre, je crois que c'était vraiment pour le mieux. Lent, tout temps, il faut quand même relativiser. Quand on repense au parcours de chanteurs des générations avant vous, qui pouvaient passer 2, 3, 4, 5, 6 ans. Barbara, elle a chanté 6 ans à l'Écluse avant dans une toute petite salle de 60 places, avant enfin d'atteindre des grandes salles. Vous avez la sensation d'avoir petit à petit quand même appris votre métier, appréhendé ce métier. Qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel depuis 2 ans ? J'ai vécu la chose comme un long parcours initiatique, mais même avant ces 2 ans-là, parce que je considère aussi que les années que j'ai passées avant à travailler avec des groupes comme La Femme ou d'autres projets, je les inclus dans cette période-là de travail qui m'ont permis de me trouver et surtout de m'améliorer dans un domaine qui était celui que j'appréhendais le plus, c'était la scène. Moi, j'étais terrifiée vraiment d'être sur scène. J'aurais pas pu, je pense, parler avec vous comme ça devant vous il y a quelques années. Et je crois que c'était vraiment bien pour moi de faire des centaines et des centaines de concerts et que quand les choses ont dû se passer, j'étais prête à les accueillir, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a fait basculer ? C'est la victoire de la musique ? Je suis pas certaine. Je pense vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est plutôt un effet de diffusion de la Grenade sur les radios. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, après plus d'1 an après la sortie de la Grenade, les radios tout à coup décident que c'était un titre fort ? Ça, je ne me l'explique pas. Mais C'est terrible ce que vous dites. Vous dites, qu'est-ce qui a fait que les radios décident que c'était un titre fort ? Ouais. Alors que c'est un titre fort, intrinsèquement. Sûrement, mais j'ai l'impression qu'il y en a plein qui passent à la trappe parce que voilà, ils n'ont pas su séduire. Enfin, je pense que quelque part, les radios doivent à un moment donné prendre des risques et décider si un titre vaut le coup ou pas de passer à l'antenne. Et que je pense qu'il y a plein de titres comme ça qui ont moins de chance que ma chanson La Grenade et qui sont tout aussi forts. La chanson La Grenade, qui est vraiment incontestablement le tube des 12 derniers mois. Je pense que tout le monde connaît La Grenade. Hein ? Voilà. Pour moi, c'est une chanson éminemment féministe. J'ai appris qu'il y avait j'ai découvert, en fait, un jour en discutant avec quelqu'un, qu'il y avait plusieurs interprétations de cette chanson. Vous pouvez possible, que vous n'aviez pas forcément prémédité, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous raconter ça un peu ? Alors, ça a commencé avec 1 puis 2 messages de femmes atteintes du cancer du sein. Peut-être vous pouvez nous rappeler les toutes premières paroles de la chanson. Oui, alors ça fait « Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ?» Et le refrain, c'est « Prends garde, sous mon sein, la grenade. » Voilà. Je le chante, normalement. Et c'est pas mal, parler aussi. Et du coup, oui, j'ai donc reçu, dans un premier temps, 1 et 2 messages de femmes qui me disaient « Je suis atteinte du cancer du sein, et merci, parce que le matin, je me réveille, et je mets cette chanson-là, et ça me donne envie de me battre. » Et alors au début, j'étais un peu étonnée, je me disais, tiens, c'est marrant quand même qu'elle puisse voir ça dans ses paroles. Bon, Et puis en fait, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages, même des associations qui m'ont contactée pour utiliser la chanson, etc. Et naturellement, j'étais au départ un peu surprise, mais ensuite vraiment enchantée qu'elle se soit appropriée ce titre-là et qu'elle l'utilise comme hymne pour se battre. Ça n'a jamais été autre chose de toute façon, cette chanson-là. Donc peu importe, je veux dire, peu importe le domaine dans lequel les gens, les femmes, ont envie de le transposer, mais ça me va très bien. Mais c'est ça la grande vertu de la chanson et des chansons populaires, c'est qu'on y met vraiment ce qu'on veut. Mais donc pour vous, de toute façon, dès le départ, c'était un hymne pour se battre, c'est ça ? Oui, c'est un chant de guerrière. Un chant de quoi ? De révolte ? Allez, on peut le dire, c'était après une rupture amoureuse ? On peut le dire parce que vous l'avez déjà dit. Oui, non, mais de toute façon, ça c'est ma spécialité. Voilà. Ben, ça fait des bonnes chansons, donc ça va. Mais oui, c'était ça, et puis c'était aussi le début d'une tournée que j'avais fait à l'époque en guitare-voix.
Et j'avais avec moi une ingé son. Et c'était marrant, enfin, parce que vraiment, on arrivait sur scène et on voulait nous expliquer comment brancher les pédales, elle, comment faire son métier aussi. Et je me rappelle avoir été frappée par ça, m'être dit, mais si c'était un mec qui arrivait avec sa guitare, les techniciens le regarderaient s'installer poliment, quoi. Et moi, j'avais l'impression que voilà, que parce que j'étais une fille, c'était pas possible que je m'en sorte toute seule. Et puis j'ai pris aussi conscience que quelque part, il y avait encore que les instruments restaient un peu genrés aussi, que c'était plus naturel, par exemple, pour la société d'intégrer qu'une femme fasse du violon, par exemple, plutôt que des instruments qui seraient un petit peu plus, comment dire, violents, comme la guitare électrique ou la batterie. Ça, j'en ai pris conscience aussi. C'est des petites choses comme ça qui, dans mon esprit, finissent par un peu m'agacer. Et puis voilà, j'ai eu envie de faire cette chanson-là. Donc vous nous dites, j'en doute pas, mais vous nous dites que dans un paysage musical où il y a quand même beaucoup de chanteuses aujourd'hui qui ont beaucoup de succès et de chanteuses désormais autrices, compositrices, interprètes, ce qui pendant des années n'était pas le cas, enfin c'était extrêmement rare, persiste un vrai sexisme, un machisme? Bah oui, évidemment. Je pense que malheureusement aucun domaine n'est épargné par ça et la musique ne l'est pas. Et je me souviens, je citerai pas de nom, mais je me souviens quand je me suis lancée dans ce projet solo, avoir eu un ami qui m'avait écrit pour me dire alors, il paraît que tu fais des chansons toute seule maintenant. Bon, moi j'aime pas la musique de femmes, mais tu pourras me les envoyer quand même si tu veux. Ça a commencé comme ça très vite. Ça faisait juste un mois que je faisais des chansons toute seule et je me suis dit oh, ça va être compliqué. Et donc on peut pas savoir qui c'est? Non, vraiment pas. Oh, peut-être tout à l'heure, Valérie. Ça existe, la musique de femmes, au demeurant? Il y a une sensibilité féminine dans la musique et la chanson? Non, mais c'est une grande question. C'est une grande question. Mais en même temps, pourquoi est-ce que je suis autant touchée, moi, par exemple, par Barbara ou Françoise Hardy? C'est parce que j'ai l'impression qu'on a des... Je sais pas comment dire, des sensibilités, des sensualités aussi similaires. Et c'est pas que dans la musique, c'est même les femmes me touchent aussi beaucoup dans leur façon d'écrire. J'ai été notamment frappée, moi, par la découverte d'Annie Ernaux il y a quelques années. Ça a bouleversé ma vie. Parce que c'est des femmes aussi qui parlent du fait d'être une femme. Enfin, je pense à la chanson Mes hommes de Barbara, j'adore cette chanson. Ou d'autres, mais... Je sais pas, c'est compliqué. Je pense que c'est les écritures qui sont peut-être un peu plus... Enfin, je pense que la féminité, finalement, se déteint un peu sur l'écriture, peut-être, ouais. Ça veut dire que vos grands héros culturels, comme on en a tous et à travers lesquels on se construit et qui restent comme des phares dans nos vies, ce sont plutôt des héroïnes, en l'occurrence? Bah ouais. Bah parce que c'est plus facile, peut-être, de se reconnaître dans une femme quand on est une femme, peut-être. Par facilité. Par fierté aussi, parce que finalement, elles sont trop peu nombreuses, qu'on a envie de les aimer encore plus. Parce que je les ai trouvées tout de suite très courageuses aussi. Je pense à des femmes comme George Sand ou Virginia Woolf. C'était une autre époque, c'était encore plus compliqué d'écrire. Vous parlez beaucoup, spontanément, de romancière, d'écrivaine. La littérature, je crois, occupe, et depuis longtemps, une place importante dans votre vie, depuis votre enfance, en fait, si je ne me trompe pas. Ça, c'est vraiment un legs familial, maternel? Oui. Alors ça, je crois que ça me vient de ma mère, parce que quand on était petite, avec ma sœur, elle tenait au fait qu'on aille à la bibliothèque. C'était obligatoire d'aller à la bibliothèque. Alors ma sœur l'a très mal vécu, ça l'a presque traumatisée, je crois, parce qu'elle n'a pas du tout l'amour des livres. Mais moi, je crois que ça m'a sauvée, en fait. Et très vite, c'est devenu mon refuge. Et
Et très vite, j'ai compris aussi l'importance des mots, le poids des mots, l'importance de leur son, de leur précision. Et j'étais une enfant pas du tout sûre de moi et pas jolie, gauche. Et très vite, je me suis dit, ok, peut-être que je peux devenir intéressante aux yeux des autres par ce biais-là. Peut-être que ça va m'aider à... Voilà. Alors racontez-nous un peu, ça se passait où? C'était dans le sud de la France, je crois, mais non pas en Corse, comme on pourrait le croire. Non, hélas. D'ailleurs, vous ne dites pas Luciani, mais vous dites Luciani. Hein? Non, mais ça, c'est un sacré débat aussi, peut-être. On pourrait utiliser les 45 minutes là-dessus. Mais... non, vous avez grandi dans une petite ville au nord de Marseille, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, je suis née à Martigues. Ensuite, on a déménagé à Bouc-Bel-Air et ensuite à Septème-les-Vallons. Et à Septème-les-Vallons, il y avait la petite Clara qui était déjà grande. Ah oui, j'ai toujours été grande, ouais, toujours. Et c'était un problème à ce moment-là? Ah, ça l'est encore. Ça l'est encore? Non. Si, un peu. C'est un peu... Enfin, c'est un peu encombrant, quoi. La scène m'a beaucoup aidée, mais souvent, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas quoi faire de... Je trouve que j'ai beaucoup de matière, quoi, beaucoup de bras, beaucoup de jambes. mais la scène m'a aidée à canaliser ça. Ouais. Non, mais vu de ma hauteur à moi, je ne peux pas croire que ce soit un problème. Mais... non, mais ça l'est parce que quand on n'est pas d'un tempérament forcément très... je sais pas comment dire. Il y a des jours où j'ai envie d'être très discrète, où j'ai envie d'être une souris, et je suis une très grande souris. Voilà. Et comment on peut allier ce goût, voire ce besoin peut-être de discrétion parfois, et faire toutes les couvertures de magazines, y compris les magazines de mode, poser, aller dans les défilés, enchaîner les séances photos? Écoutez, Valérie, c'est une question que je me pose souvent. Je me pose aussi la question de comment on peut être aussi pudique et pouvoir chanter des peines de cœur et des trucs aussi intimes comme je l'ai fait cette année, comme ça, devant une foule. C'est toute la complexité de beaucoup d'artistes, je crois. J'ai rencontré beaucoup de gens dans cette situation-là. C'est étrange, gens qui ont à la fois une espèce de immense timidité et un besoin comme ça de s'exposer. Mais ça c'est plus presque de l'ordre de la psychothérapie. Je reviendrai. Nous, pour l'instant, on va revenir un peu sur votre enfance, s'il vous plaît, parce que donc une maman qui était très portée sur les livres, donc la bibliothèque toutes les semaines, c'est ça? Oui, mercredi. Obligatoire. Obligatoire. Putain, c'était sympa vos mercredis à la maison. Et un père musicien, lui, par contre, en tout cas pour. Oui, c'est ça en fait. Mes parents ont jamais pu vraiment vivre de l'art, quoi, mais ça avait toujours une place très très importante, centrale même chez nous. Et la musique, c'est pareil. C'est ce qui fait que j'arrive pas à répondre quand on me dit mais quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Moi, j'ai l'impression que dès que j'ai pu, quoi, dès que j'ai pu. Comme j'ai eu une frange dès que j'ai eu des cheveux, quoi. Comme vous étiez grande dès que vous êtes née. Et voilà. Ça, je suis née vraiment comme ça. Et petite fille, vous aviez une voix grave déjà? Ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre. On a des vidéos de famille comme ça où vous avez une enfant avec des couettes comme ça et qui arrive et qui fait « Bonjour, papa ». Mais oui, je suis née aussi avec cette voix-là. Et ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile, mais toutes ces choses-là qui m'ont vraiment encombrée, ma voix, ma taille, c'est des choses que j'ai acceptées et que je considère maintenant presque comme une signature, quoi. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Puis voilà, c'est là, et c'est moi. Aujourd'hui, c'est un formidable atout que de ne pas être dans le lot commun, de toute façon. J'essaie de voir les choses comme ça. Mais quand on est enfant, c'est très compliqué. Enfant, adolescent, on a envie d'être le lot commun, quoi. On a envie d'être exactement comme les autres, avec les mêmes baskets que les autres, la même taille. Voilà. Il y a cette histoire que vous avez déjà racontée de nombreuses fois, mais je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question encore. Quand vous passez je ne sais pas une audition, mais en tout cas, on vous fait chanter dans la chorale de l'école, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors oui, ça c'était un peu traumatisant. Oui. On arrive à l'école, à la chorale, effectivement, et puis le maître nous dit, bon, on va mettre les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Puis on commence à chanter. L'idiote, t'as arrêté tout.
Et il me dit, bon, bah toi, tu vas aller avec les garçons. Voilà. Et ça, c'était un complexe de plus. Bah oui, ouais. Puis j'en avais pas mal dans mon sac déjà, donc ça faisait lourd. Donc une polytraumatisée, oui. Dans cette petite ville, c'est une petite ville, Septèmes-les-Vallons, où vous avez grandi, vous dites que vous vous êtes beaucoup ennuyé. Terriblement. Et je me faisais la réflexion en lisant plusieurs entretiens, interviews d'artistes récemment, où c'est quelque chose, c'est un trait commun, là, pour le coup, à beaucoup de chanteurs, en tout cas, beaucoup de musiciens, qui se seraient beaucoup ennuyés pendant l'enfance, ce qui laisse... je pense à Alex Baupin, qui sera dans le prochain numéro. Je pense à Alain Souchon, qui en parle beaucoup. Ça laisse, du coup, ça ouvre le champ à la rêverie. Mais c'est ça, moi, je pense à l'écriture, éventuellement à la musique. C'est un excellent terreau, l'ennui. Parce que quand on s'ennuie, il faut imaginer des solutions, quoi. Et j'aimais bien, moi, justement, quand je m'ennuyais à l'époque, j'aimais bien lire de la poésie. Et il y avait ce vers de Baudelaire qui disait l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Et c'est vrai, je pense que j'ai découvert que si je devenais curieuse, j'allais arrêter de m'ennuyer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu me nourrir de plein de choses et je me suis mis à lire beaucoup, à dessiner, à chanter. Et est-ce que ça aurait pris la place que ça a aujourd'hui dans ma vie si ça n'avait pas été aussi nécessaire à un moment donné? C'est une question que je me pose. Vous utilisez des mots assez forts, hein, quand même. Nécessaire. Tout à l'heure, vous avez dit, je crois que la lecture m'a sauvée. Ouais, je le pense. Ça sonne un peu théâtral, mais c'est... mais c'est... On est dans un théâtre, j'ai le droit. Oui. Ouais. Mais non, je le pense en plus. Je le pense vraiment. J'ai jamais fait de la musique parce que je me suis dit, oh, j'aimerais faire de la musique. J'ai fait de la musique parce que j'avais pas le choix. Encore aujourd'hui, je serais très embêtée si je devais me reconvertir, je saurais pas trop quoi faire. Et puis je pourrais pas m'arrêter de faire des chansons. C'est venu comme une espèce, ça s'est imposé comme une espèce de besoin viscéral, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Et au demeurant, tout à l'heure, vous disiez, quand on a évoqué la sortie du disque et ce succès qui a mis un certain temps à démarrer, mais qui n'en est que plus flamboyant aujourd'hui, vous dites, j'ai très mal vécu ça parce que j'avais peur qu'on n'écoute pas mes chansons. Ça veut dire que les chansons, on les fait pas seulement pour soi, même si au départ, on les fait pour soi. C'est vrai. C'est vrai, il y a un truc comme ça où... Ouais, j'avais envie d'être entendue, je crois. Et c'est bizarre parce que pourtant, quand j'ai écrit les premières chansons, c'était vraiment dans l'optique d'un journal intime. Et c'est peut-être pour ça que elles sont aussi personnelles. C'est parce que je me dis, de toute façon, c'est pour moi. Puis je me rappelle être remontée à Paris après quelques semaines chez mes parents pour écrire ces chansons-là. Les avoir fait écouter à des amis qui m'ont dit il faut les jouer, il faut que les gens les entendent. Et à partir du moment où cette idée m'est entrée en tête, oui, j'avais envie de... Aussi parce que je me suis rendu compte que la plupart, même toutes, elles étaient toutes très universelles et je me disais peut-être elles pourraient faire du bien. Il y a un truc comme ça aussi. Je me disais peut-être que les gens pourraient se reconnaître dans ce que je raconte. Et j'avais envie de ça. À vous, elle vous faisait du bien, en tout cas. Complètement. Vous aviez commencé déjà à chanter. Donc là, c'était il y a 3-4 ans, 4-5 ans peut-être ? Oui, c'est ça. Vous aviez déjà commencé. C'était quand même un rêve que de chanter. C'était un rêve. C'est quoi ? C'est juste après le bac, vous croisez le chanteur de la femme ? Ouais, c'est ça, qui est un collectif, qui est un groupe, mais qui est en fait un collectif à géométrie un peu variable, avec plusieurs chanteuses qui y participent. Et vous êtes quand même, vous, aussi timide et complexé que vous pouvez l'être par votre taille et votre voix, vous lui dites quand même que vous écrivez des chansons, donc vous êtes quand même un peu gonflé. Eh ben oui. Oui. Et en plus, non, mais en fait, je me souviens que c'était après une année d'histoire de l'art à la fac où vraiment je m'étais terriblement ennuyée. J'avais appris plein de choses chouettes, mais je m'étais dit, oh là, je suis pas du tout là où je devrais être. Et du coup, je sais pas, c'est comme si tout à coup j'avais vu en Marlon de la femme une espèce de figure du sauveur et où je m'étais dit, ok, c'est maintenant, il faut placer que tu chantes, il faut lui dire, quoi. Et quand je lui ai dit que je chantais, il m'a dit, chante-moi un truc pour voir. Et alors moi, je sais pas si vous imaginez, mais j'étais très très timide et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai chanté comme ça.
C'était quoi? Donc vous l'avez croisé après un concert, comme ça par hasard. C'est ça. Et qu'est-ce que vous lui avez chanté comme ça? Barbara. C'était quoi la chanson? C'était super. Mais c'est vrai, je me souviens que c'était Barbara, parce qu'ensuite on en a discuté, parce que lui-même est un grand fan, mais je sais plus la chanson. Voilà. Bon, alors moi qui voulais vous demander de nous la refaire là, évidemment, mais je suis sûre que vous aviez anticipé et que, du coup... Je suis sauvée comme ça. Donc vous montez à Paris, oui. Vous chantez un peu avec la femme, mais c'est pas la vie rêvée. C'est le début, c'est le prémisse du rêve, quoi. Mais et en même temps, à cette époque-là, je suis pas capable de faire autre chose que ça. J'étais interprète de leurs chansons et je savais que ça allait m'ennuyer à un moment donné. Mais en même temps, j'avais pas vraiment compris ce qu'était mon style, ni en écriture, ni en musique. J'étais beaucoup trop timide pour imaginer d'être sur scène sans eux. Donc, c'était la bonne expérience au bon moment, en fait. C'est-à-dire que quelque chose vous attirait vers ce milieu sans savoir vraiment ce que vous alliez y faire, en quelque sorte. Exactement. Sans savoir ce que vous alliez chanter, sans savoir ce que vous aviez à dire. C'est un peu ça? C'est tout à fait ça. Quand j'étais sur scène avec eux, je me disais, ok, c'est ça, ça va être ça, mais c'est pas encore très précis. Vous étiez en train de vous dessiner. Exactement. Et j'ai mis du temps, mais j'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps. Par contre, quand j'ai écrit les chansons de l'album, là, je me suis dit, ok, là, ça, c'est moi. Entre-temps, entre ces deux pôles-là, il y a eu tous les petits boulots. Donc, vous avez fait des pizzas, vous avez vendu des vêtements, vous avez été hôtesse d'accueil. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Alors, mon petit boulot préféré, quand même, c'est prof d'anglais. Parce que vraiment, j'ai un niveau d'anglais qui est extraordinaire. Je ne sais pas comment ses parents ont pu me laisser m'occuper de leurs enfants, mais vraiment... Après, ça fait que ça ruine des générations entières. Il y avait un truc dans Télérama. Presque un crime, quoi. Presque un crime, vraiment. Voilà. Mais il fallait se débrouiller. Ça a été la galère, vous diriez ça? Ou, ma foi, c'était aussi le passage obligé et que il fallait bien gagner sa vie, il fallait bien payer le loyer et que c'était pas si terrible que ça? C'était la galère. C'était assez terrible. Il y a plein de trucs que j'ai révélés à mes parents longtemps après parce qu'ils auraient été trop inquiets sinon. Mais, par exemple? Que j'avais froid. Vraiment, j'avais vraiment froid. Je vivais dans un 10 mètres carrés. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à chauffer cet endroit. Et donc, je dormais avec, je me rappelle, 2 manteaux. Je mangeais que des filets de maquereau. C'était pas la fête. Mais pour autant, j'étais hyper heureuse parce que je venais d'arriver dans cette ville où j'avais l'impression que tout était possible et où j'avais l'impression de naître vraiment. Parce que moi, je vous le disais tout à l'heure, je me suis profondément ennuyée pendant 19 ans. Donc tout à coup, j'arrive dans une ville où les gens ont l'air incroyables, je rencontre plein de musiciens, j'ai ma cousine qui m'emmène au Crazy Horse. Votre cousine qui est danseuse au Crazy Horse. Je me dis, mais waouh, mais j'ai l'impression que tout est spectacle. Ma vision de Paris a un peu changé depuis. Mais sur le coup, j'ai l'impression que, je sais pas, je suis dans une espèce d'euphorie comme ça. Et j'étais super heureuse. Et une énergie, c'est l'énergie aussi de la jeunesse. J'avais 19 ans, quoi. Ça me paraissait pas si terrible, quoi. Je trouvais ça limite excitant parce que l'inconfort aussi de cette situation, je pense, m'a donné beaucoup d'énergie. Je me disais, ok, je peux pas rester comme ça 10 ans, je vais pas tenir. Donc il faut que ça change. Mais vous avez failli y renoncer quand même. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? De la fatigue. Je suis quelqu'un d'acharné, mais c'est difficile au bout de, je sais pas combien de temps ça faisait, peut-être 4-5 ans. Je me rappelle d'un épisode où je travaillais dans cette fameuse pizzeria et j'étais en train de passer le balai. Et là, j'ai entendu mes amis de la femme passer à la radio. Et je me suis dit, j'ai la flemme, quoi. Je vais jamais m'en sortir. Et je me souviens avoir appelé mes parents en leur disant, ok, je crois que j'ai fait le tour et je crois que ça ne marchera pas pour moi. Donc je vais rentrer et je vais reprendre les études. Et c'est vraiment mes parents. Alors que pourtant, quand je suis partie à l'âge de 19 ans, ils étaient très réticents à l'idée que je fasse une carrière dans la musique. Mais
c'est pourtant eux qui m'ont dit non, ne renonce pas maintenant, continue, essaye encore. Et ils ont eu raison. Ça, ce sont des parents aimants, alors, qui s'inquiétaient quand il fallait et qui vous ont soutenu quand il le fallait aussi. Ouais, je peux dire ça. Et c'est à peu près à ce moment-là que, en fait, c'est un chanteur qui va vous mettre le pied à l'étrier de façon un peu inattendue. C'est le chanteur Raphaël. Ça, c'est une histoire incroyable. Oui. C'est une histoire incroyable. Donc, après la pizzeria, je me retrouve à travailler dans un magasin de vêtements. Et j'ai un texto d'un ami qui me dit... c'est horrible, hein. Il me dit... Raphaël cherche quelqu'un qui joue pas très bien de la guitare. Pas très bien des claviers. Et pas très bien des percus. Et qui chante. Je dis, bon, bah c'est sympa, merci. J'ai le profil. Et ce qu'il voulait dire par là, il me l'a expliqué après, c'est que Raphaël était sur une tournée de son album qui s'appelle Somnambule, qui était vraiment un album autour de l'enfance, et il était accompagné sur scène de pointures, et je pense qu'il avait envie d'ajouter à ce spectacle-là une espèce de naïveté qui rappellerait comme ça la façon dont les enfants... dont seuls les enfants presque jouent de la musique. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai toujours joué de la musique dans le sens où ça a toujours été comme ça, un truc que je ne comprends pas et qui m'amuse. Enfin, je suis là devant les instruments, je comprends rien à ce que je fais, quoi, mais ça marche. Et vous avez fait toute cette tournée ? Oui, avec l'orteil cassé. Avec l'orteil cassé. C'est ça, c'est-à-dire que la veille de partir... Oui, alors... La veille de partir. Un grand pied se coince quelque part. Un grand pied. Écoutez, un 41 pour rester debout quand on fait 1m82, c'est correct. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un accident domestique, on appelle ça. Oui, c'est ça, en fait. Qui a failli ruiner votre carrière, oui. à peine a été-elle née. Ouais, j'ai entendu mon portable sonner quand j'étais dans la douche. Et je vous raconte des choses très intimes aujourd'hui. Et je me suis dit, oh, il faut que je réponde. Je suis sortie de la douche et j'ai glissé. Et je me suis cogné le pied. Et ça faisait très mal. Il est devenu instantanément noir. Et moi, sur la tournée de Raphaël, je jouais surtout de l'harmonium indien qui nécessite qu'on appuie sur des pédales comme ça. Et c'était la première fois de ma vie que vraiment j'étais engagée sur une tournée en tant que musicienne. Et je me suis dit, c'est impossible, je peux pas lui dire, il va me virer, quoi. Et donc, je me rappelle partir en tournée le lendemain, et puis le soir, comme ça, pédaler, avec une espèce de larme comme ça à l'œil en permanence. Et... Mais je ne pouvais même pas imaginer l'idée de ne pas partir en tournée, quoi. Donc, Et au-delà de l'anecdote, ça montre bien votre force de caractère et votre persévérance qui a fini par payer. Donc vraiment, félicitations. Et puis après, je pense que c'est après cette tournée Raphaël qui a eu la rupture amoureuse. Ouais, je crois que c'était à ce moment-là. La rupture amoureuse, non pas avec Raphaël, hein, on n'est pas en train de vous révéler le scoop. Mais en tout cas, une rupture amoureuse qui vous a mis dans un état de quoi on va dire, de tristesse et de colère mêlée, qui a nourri en fait, c'est cet état-là qui a nourri les chansons, la grenade, l'album, aujourd'hui ce disque de platine et cette carrière. Ouais, j'aurais pas imaginé. Hein. Franchement, je suis dans un état très très compliqué. J'imaginais même pas que je puisse transformer cet état en chance, quoi. Je sais pas comment dire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est fou. C'est ce qui fait aussi que dans le premier EP, j'ai pris la peine de marquer merci. Dans les remerciements, j'ai dit merci aussi à ce garçon qui a eu la bonne idée de me briser le cœur. Voilà. Qu'on embrasse. Ouais. Peut-être est-il là aujourd'hui. Donc, première salve de chansons, repérée par un producteur, je ne sais pas comment, mais sort, quoi, c'était en 2017, c'est à peu près là que les professionnels en tout cas les journalistes, ont commencé à entendre parler de vous. Vraiment. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti le Il est sorti en avril 2017, je crois. Exactement un an avant c'est ça. Avant l'album. Et là, on reçoit un petit disque avec des photos pas du tout... Voilà, ils avaient réussi à faire des photos... J'étais moche, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est quand même un exploit. Je pense on s'est dit plein de choses, on peut se parler. Et des chansons d'une tristesse, mais alors elles étaient terribles, ces chansons.
Hein, là. Non, mais c'est vrai, la chanson qui était un peu promue, s'appelant Pleure, Clara pleure, quand même. Voilà. Et c'était extrêmement sombre. Ouais, c'était pas la fête. Et vous pensiez quand même que vous alliez faire carrière avec ça. Mais c'est vous qui aviez raison, hein, ceci dit. Franchement, je crois que pour le coup, je sais pas si je me disais que j'allais faire carrière. De toute façon, je crois que je m'en foutais un peu. Je me disais pas... Enfin, je voulais faire des petits concerts, etc. Mais évidemment, je me disais jamais ça passera à la radio. C'est jamais passé à la radio, mais... C'est jamais passé à la radio. Mais c'était pas grave. Pour le coup, je sais pas, j'avais besoin de sortir ce disque. J'avais besoin d'aller au bout de quelque chose qui était effectivement presque gothique, quoi. Ouais. Non, mais ceci dit, évidemment, c'est une question faussement provocatrice parce que nous autres, nous passons notre temps à recevoir des disques pop qui ne font de mal à personne et qui se ressemblent tous et qui sont extrêmement tous uniformisés et finalement très anecdotiques. Et ce disque-là, qui n'était pas facile, mais qui ne pouvait que remuer, ne pouvait aussi que laisser présager qu'il y avait dessous une personnalité intéressante. Ce dont on s'est rendu compte, évidemment, de façon assez éclatante un an après avec l'album. Mais merci d'avoir décelé ça dans la veuve au sombrero. Oui, c'était ça. Mais on a été plein à le déceler, pas les radios, mais la presse. Et ça, on peut le dire, c'est la presse écrite, qui n'est pas en très grande forme depuis quelques années, mais c'est la presse écrite qui vous a repéré et soutenu pendant des mois quand les radios et les télés vous négligeaient. Tout à fait. Tout à fait. C'était même presque bizarre. Je me disais, mais comment je peux avoir ce soutien magnifique de la part de la presse et que tout le monde s'en fiche, quoi. Mais ça m'a fait tenir. Hein. Ça m'a fait tenir. C'est quand même très gratifiant quand on sort un disque d'avoir des beaux articles où enfin on se sent écouté et compris. Ça a fait la différence, je pense. Et quand, un an après, enfin le succès explose, le très gros succès, est-ce que ça apaise ou est-ce que finalement ça nourrit d'autres angoisses ? Moi, je sais pas si c'est quelque chose qui m'est propre, mais par exemple, les gens me disent, mais comment ça se fait que t'es aussi mal dans tes baskets ? Et je dis, mais moi, quand je me regarde dans le miroir, je peux pas oublier que j'ai été telle que j'ai été enfant, c'est-à-dire vraiment pas Jojo pour être... voilà. Et aujourd'hui, quand on me parle de succès, c'est marrant, mais ça me fait exactement le même effet. Je me dis, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Moi, vraiment, il y a peut-être 2 ans, je jouais devant 30-50 personnes. Enfin, j'arrive pas à me figurer vraiment l'idée du succès. Et puis, tant mieux, parce que y a rien de plus furtif. Enfin, je sais pas comment dire. C'est quelque chose de très aléatoire. Et j'aime garder en tête l'idée que ça peut, c'est pas forcément, mais ça peut être très éphémère, tout ça. Il y a 2 semaines, là, vous avez fait l'Olympia. Juste avant l'une des 2 dates, la deuxième date, je crois, je regarde votre compte Instagram et je lis le message suivant, donc de vous. C'était 1 heure avant le concert. 1 heure avant, je me demande, vont-ils venir ? Vont-ils aimer ? Vont-ils venir ? C'était complet depuis 3 mois, évidemment qu'ils allaient venir. Mais alors, c'est terrible, hein, mais je faisais plein de rêves où j'arrivais sur scène et je me dis, ah ouais, il y a personne, quoi. Et je me disais, peut-être les gens ont pris leur place, mais justement, il y a longtemps, et puis en fait, il y a un truc au cinéma qui est mieux. Mais vraiment, je me suis sentie comme ça, je me suis dit, ce serait terrible si j'arrivais et que finalement, la moitié des gens n'est pas là. J'avais peur de ça. Donc vous avez été rassurée, c'était plein à craquer. Oui, j'étais rassurée. Mais ça veut dire qu'on n'extirpe jamais ces vieux complexes d'enfance, à votre avis, même quand on a fait tout ce chemin, même quand on se nourrit de culture, même quand on écrit soi-même, même quand on s'exprime, même quand on remplit les salles et que donc on ne peut pas avoir de doute, les gens viennent pour vous. On ne se débarrasse pas de ces vieilles scories ? J'ai pas envie d'être pessimiste. Je préfère me dire que je me suis améliorée déjà et que finalement j'ai 27 ans. Ça me laisse encore du temps pour me battre contre ça. Donc j'ai pas envie de baisser les bras encore, mais en tout cas aujourd'hui, oui, j'ai encore quelques séquelles. C'est-à-dire que le
très beau succès n'entraîne pas forcément l'insouciance et la légèreté. Non, mais après, c'est un truc de personnalité aussi. Je sais pas si ça me plairait, quoi, d'être insouciante et légère. En avril dernier, vous avez signé un manifeste, le manifeste des femmes contre le sexisme dans la musique, qui avait été relayé d'ailleurs sur le site de Télérama. Il y a eu une grosse mobilisation, il y a plus de 1000 femmes de l'industrie musicale qui ont signé, dont des chanteuses fort connues, et puis des gens qu'on ne connaît pas, mais qui travaillent dans ce secteur au quotidien et dans l'ombre, et qui dénonçaient, c'était assez terrible la façon dont toutes ces femmes dénonçaient un sexisme quotidien, enfin même pas quotidien, presque de tous les instants. Est-ce que vous avez la sensation que 6 bons mois après, ça a un peu changé ? Est-ce que ça a fait bouger les lignes en tout cas ? Parce qu'on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Ça a fait beaucoup de bien. Ça a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai reçu plein de messages à ce moment-là où le manifeste et l'article aussi, qui a été, je trouve, un article très important. Oui, très important. Est-ce que ça a fait avancer les choses ? C'est une pierre à l'édifice. C'est une pierre à l'édifice et c'est très important de continuer. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore d'ailleurs dans toutes ces enquêtes post-MeToo, que ce soit dans les secteurs, quels que soient les secteurs, c'est le sujet des chanteurs harceleurs. Vous en avez rencontré ? Je n'ai pas rencontré de chanteur harceleur, non. Non, mais... Vous avez travaillé avec Patrick Bruel ? Ah non, mais qui a écrit ça sur ma... Oh là là. Non, vous avez dit quelque chose de très important. Pardon. Clara, il y a très peu de temps, vous avez fait une de Télérama avec une interview fort intéressante qu'on a fait vraiment entre 2 dates de tournée. Merci encore de la disponibilité que vous avez bien voulu nous donner à ce moment-là. Et quand on a abordé ce sujet, vous avez dit un truc que j'ai trouvé très très fort. Vous avez dit, voilà, on a été 1000 à signer ce manifeste, c'est super. Mais tous les jours, dans ce travail quotidien, dans ce milieu, finalement, la solidarité entre femmes, elle n'est pas si tangible. Ben non, c'est vrai. Il y a de la rivalité, enfin aussi parce qu'on on élève les femmes comme ça. Exactement, j'allais vous le dire, c'est que c'est même pas quelque chose... j'incrimine pas les femmes pour ça, c'est la conséquence de la société, d'à quel point on nous met comme ça... on nous impose d'être rival, en nous imposant des critères impossibles. On a toute envie d'être plus jeune, d'être plus belle, d'être... Et c'est normal, à un moment donné, que ça rende complètement idiote et jalouse. Et alors là, vous avez cité, on peut la citer, quelqu'un qui, pour vous, fait vraiment preuve au quotidien de l'attitude inverse, c'est Jeanne Haddad. Je peux raconter cette histoire ? Mais allez-y, volontiers. Oui, c'est une histoire que j'adore, qui est quand même très positive. J'ai été donc aux Victoires de la musique en février, et on devait faire cet hommage à Aznavour. Et c'était un hommage avec Camélia Jordana et Jeanne Haddad. Et donc Jeanne Haddad est quand même, à mon sens, une des plus belles voix qu'on a en France en ce moment. Vraiment, c'est une très très grande chanteuse et qui a une technique que moi je n'ai pas du tout. Et quand on a commencé à chanter, je me suis rendu compte que moi j'arrivais pas du tout à chanter mon couplet, qui était un ton au-dessus. Et c'était vraiment nul, c'était moche quand je le chantais. Et je me suis dit, oulala, je vais me taper la honte à la télévision. Enfin, j'étais vraiment mal à l'aise. Et elle a compris ça. Et alors même qu'on avait chacune appris les paroles déjà de nos couplets et que la cérémonie était peut-être 3 heures plus tard, elle m'a proposé d'inverser les couplets. Et elle s'est mise en danger pour moi, parce que du coup, elle ne le connaissait pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et assez unique pour que ça ait le mérite d'être raconté. Voilà. Donc en plus d'être une des plus belles voix, c'est aussi une des plus belles personnes que j'ai rencontrées vraiment. Bravo Jeanne.
Vous disiez au tout début de cette rencontre que finalement la tournée avait beau s'être achevée il y a 2 semaines, vous n'aviez pas de vacances et vous étiez déjà en train de travailler sur de nouvelles chansons. Quelle est donc cette urgence? Vous avez encore une rupture amoureuse entre-temps ou... Il y en a eu 14 depuis le dernier album, donc j'ai de la matière pour une bonne longue discographie. N'est pas vraiment, c'est l'urgence que je m'impose en fait. C'est un truc comme ça un peu. Que vous imposez, pas qu'on vous impose. Ah non, au contraire, c'est moi qui dis, c'est moi qui ai peur. De quoi? D'être oublié? Oui. C'est vrai? Oui. Un peu. Ouais. Non, mais il y a un peu de ça en fait. Quand on a mis tellement de temps à y arriver, on se dit mais je veux pas que ça s'arrête quoi. Encore. Ouais, quand le rideau de l'Olympia s'est fermé, le truc auquel j'ai pensé, c'est encore. Mais vous avez déjà des choses aussi fortes à raconter? Je sais pas si c'est aussi fort, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai envie de raconter. Après, le besoin, il est là en tout cas. Oui. Ce qui veut dire que votre plus grande peur aujourd'hui, c'est ça? C'est d'être oublié? Que ça s'arrête. Que j'ai tellement de chance de vivre de ma passion. Enfin, c'est quand même... c'est extraordinaire, quoi. J'hallucine complètement encore, donc je veux juste pas que ça s'arrête. Non, mais c'est tellement bien parti que ça va pas s'arrêter tout de suite, c'est sûr. J'espère. Des vacances quand même, un peu? J'ai eu 10 jours en août. D'accord, super. Voilà. Mais il n'y a pas de syndicat chez les chanteurs. Non, mais c'est encore une fois, c'est pas du tout. N'allez pas penser que je suis pressée par une maison de disques ou je sais pas. C'est pas du tout. C'est moi qui suis workaholic. Vous savez comme je parle bien anglais, quand même. Et il y aura ou il y a, là j'ai pas la date, mais je sais que c'est vraiment très 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 prochainement une réédition de votre album. L'album qui s'appelle Sainte Victoire, c'est quand même formidable. Alors ça, c'est un scoop. Je ne crois pas qu'on en ait parlé encore. Mais... De la réédition? Ouais. Et ben voilà, il y aura bientôt une réédition de l'album. Vous étiez au courant? Oui, ça oui. Ouais. C'est même moi qui chante dessus. Cool. Exceptionnellement, parce que sur les autres, je n'étais pas dispo. Clara, super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à Clara Luciani? Oui. Excusez, j'arrive après. Bonjour Clara. Alors, moi, je suis désolée, mais je t'ai connue avec la Grenade à la radio, pas avant, mais je t'aime quand même énormément. J'aimerais savoir si tu as déjà eu une expérience avec un fan un peu gênant ou des anecdotes un peu gênantes avec des fans. Voilà. Une expérience gênante avec un fan. J'ai eu des messages un peu bizarres. Des messages un peu bizarres, caractère un peu érotique, qui m'ont un peu indisposée. Voilà. C'est surtout sur Facebook, j'ai remarqué. Alors, vous êtes très très présente, extrêmement active sur les réseaux sociaux. J'aime bien Instagram. Voilà, et ça gomme quand même un peu la frontière entre l'intimité et la sphère publique. Oui, mais après, c'est moi qui ai le contrôle. Je veux dire, est-ce que j'ai envie de poster tout ce que je mange et avec qui je sors et ce que je fais? Enfin, c'est moi qui décide, quoi. Mais je trouve ça quand même chouette d'avoir cet outil-là pour... je sais pas, pouvoir remercier les gens déjà, qui sont là, qui me soutiennent. Ça me paraît... important et non, moi je trouve que c'est un bon outil. Il faut juste, comme tous les autres, savoir le gérer avec un peu d'intelligence. Désolée, du coup c'était pas j'ai pas d'anecdote comme ça. Oui, madame et monsieur après. Ah oui. Pardon, je n'avais pas vu. Pas de souci. Je voulais vous dire que en fait, vous me faites penser à un PJ Harvey que j'écoutais beaucoup quand j'étais ado et qui m'a vachement aidée à traverser des périodes comme ça où on apprend des choses, on est seul, on doit réviser, tout ça. Et moi, je l'écoutais tout le temps. Et voilà, c'est une nana qui a un super caractère, qui a des chansons très fortes et qui se réinvente d'album en album.
voilà, je vous souhaite la même carrière. C'est très gentil, moi je suis une très grande fan de PJ Harvey, alors je ne pouvais pas espérer mieux. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la femme, du coup? Parce que du coup, vous étiez dans un petit cocon, on a l'impression que vous êtes mis en danger. Moi, je croyais que vous n'étiez pas quitté la femme pour devenir indépendante, comme ça arrive des fois dans des groupes. Par contre, là, visiblement, vous êtes parti, vous êtes mis en danger, alors que quelque part, vous auriez pu écrire, rester avec la femme et après sortir vos disques, ce qui pour moi était la logique, mais visiblement, c'est pas le cas. Le goût du risque. Le goût du risque, et puis non, quand j'ai commencé à écrire, je me suis vraiment consacrée à ça à 1000%, et comme il fallait en plus à côté de ça que je travaille, je crois que ça s'est un peu imposé à moi. Voilà. Bonsoir Clara. Bonsoir. Merci pour votre fraîcheur, gardez-la surtout. Vous dites qu'en arrivant à Paris, vous aviez découvert une ville un petit peu trépidante et que votre regard sur Paris avait changé. Quel est-il maintenant ? Je peux dire des choses sur Paris qui sont pas... Ouais, on a le droit. Non, mais j'adore cette ville et je la regarde toujours avec des yeux de touriste. Je trouve ça toujours aussi beau, et c'est juste que j'ai découvert aussi la violence, quoi. C'est une grande ville, comme n'importe quelle autre grande ville. C'est un endroit où on voit des gens... beaucoup de gens mendier dans le métro, où les gens se bousculent sur les trottoirs, et c'est quelque chose dont finalement j'avais été pas mal épargnée, je pense, en étant élevée dans le sud, et c'est quelque chose qui, moi, m'atteint beaucoup, et que je trouve assez irrespirable, et qui n'était pas mentionné sur les cartes postales et les photos de Douaneau. Voilà. Madame, oui. Bonjour Clara, c'est par là, voilà, ici. Pardon, bonjour, excusez-moi. Bonjour. Moi je suis un bassiste amateur, et dans la Grenade, il y a vraiment une ligne de basse terrible. Enfin, et je veux savoir si ça c'est votre fête ou si c'est votre groupe qui a fait les arrangements autour de tout ça, quoi. Alors, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis venue voir Sage, avec qui j'ai composé cette chanson. L'histoire de cette chanson est un peu bizarre, d'ailleurs. Je suis allée voir Sage en lui disant Alors, pardon, juste Sage, c'est Ambroise Villaume, voilà. avec qui j'ai fait le disque, et avec qui j'espère faire le prochain aussi. Je suis allée le voir en lui disant... normalement, quand je vais lui présenter une chanson, il manque toujours quelque chose, un pont ou un changement d'accord, mais là, c'était bizarre. Je disais, j'ai l'impression d'avoir deux couplets très forts, et je sais pas quoi en faire. Et là, je lui joue à la suite le couplet et le refrain, en fin de compte, de La Grenade, et il me dit, mais t'es bête ou quoi? Enfin, ça va très bien ensemble, c'est une chanson. Et donc, après ça, il a fallu l'habiller, cette chanson-là. Et la ligne de basse, je crois qu'elle est venue assez tardivement. Peut-être, on a fait beaucoup de versions de La Grenade avant d'en être satisfait. Et c'est une ligne qui a été trouvée par Sage, Ambroise Villaume, et qui a été ensuite, je crois, rejouée encore par Yuxek pour avoir ce son-là, justement. Donc vous voyez, je n'y suis pour rien. Et les fabuleux musiciens qui m'accompagnent en tournée, je les ai rencontrés finalement après avoir enregistré ces chansons-là. Et du coup, non, ils jouent pas sur le disque. Voilà. Et pour la petite histoire, donc Sage, ce jeune homme qui a quoi, 35-40 ans, j'imagine, un musicien. Même pas, ouais, 33 peut-être, un truc comme ça. Qui faisait partie du groupe Revolver, si ça vous dit quelque chose, qui a quand même une formation de musicien classique, et qui donc là est intervenu en tant que réalisateur, arrangeur de votre album. Avant, on disait il a travaillé avec Woodkid, et maintenant on dit il a travaillé avec Clara Luciani, ce qui est quand même, pour qui aime la chanson, c'est formidable. Oui, madame. Oui, je voulais vous demander, Chiara, si on vous demande déjà d'écrire pour d'autres. Pas tant que ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ouais. Et si jamais votre étoile tomberait, enfin c'est vraiment le conditionnel, le pire, je vous le souhaite vraiment pas, avec
avec la silhouette que vous avez, est-ce que vous envisagez le mannequinat? Oh. Alors, pas du tout. Mais c'est très gentil de me poser cette question. Ma silhouette a des hauts et des bas. J'adore manger. Et je mange beaucoup quand je suis stressée. Et surtout, je suis très indisposée avec les photos. Je pense que ce serait au contraire un cauchemar pour moi si je devais... Enfin, j'envisage pas du tout le fait de faire des photos ou d'être mannequin, pas du tout. Ah bon, bah... C'est une grande professionnelle. Mais vous aimez la mode, vous allez dans les défilés, on vous voit, vous aimez ça. Oui, j'aime bien ça, mais je n'irais pas marcher comme ça sur le truc, c'est autre chose quand même. C'est autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Une jeune fille devant. Okay. Devant et tout au fond. Pardon, avec les spots, on ne voit pas très bien. Voilà. Oui, allez-y. Bonjour Clara, moi j'ai 18 ans et je fais du chant. Et je voulais vous demander si vous aviez un conseil par rapport au fait d'écrire, parce que ça semble assez dur quoi, quand on a 18 ans et puis tout ce qu'on écrit, on a l'impression que c'est pas super. Donc c'est dur quoi, de regarder ce qu'on écrit. Donc si vous aviez un conseil. Bon, c'est une question un peu large, mais... Non, mais c'est super comme question. Déjà bravo de faire ça aussi jeune. Et si tu as l'impression que c'est pas top et que c'est pas encore ça, c'est peut-être normal. Enfin, je veux dire, par Rimbaud qui s'est trouvé comme ça à 17 ans, moi, je trouve que c'est presque sain quoi, d'être encore un peu en construction à ton âge. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu plein de phases, notamment la phase d'imitation. Je me souviens où j'essayais d'écrire comme quelqu'un, où j'essayais de chanter comme quelqu'un. Je crois que c'est des passages obligatoires et que c'est normal, qu'il faut être indulgent envers soi-même et puis écrire avec honnêteté, quoi, peut-être. Voilà. Merci. Mademoiselle. Bonjour Clara. Bonjour. Alors tu dis que tu peux pas t'empêcher de travailler, mais est-ce que tu n'as pas peur de la feuille blanche, du syndrome de la feuille blanche, à un moment donné? Bah si. Forcément. Ouais. Et aussi, j'ai fait un truc complètement débile en mai dernier. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire une chanson par jour. Et en fait, c'était la pire idée. En fait, je pense que quand on fait de la musique ou quel que soit d'autres arts en général, je pense qu'il faut accepter le fait que les périodes d'infertilité font partie, en fin de compte, de notre travail. C'est des périodes où on a l'impression de rien faire, mais où on emmagasine comme ça des sensations, des souvenirs qui sont déjà les petites graines quoi, des chansons qui vont naître plus tard. Donc j'ai appris à accepter ça. Les jours où je me suis complètement sèche, je me dis c'est peut-être justement le moment de sortir et de vivre. Et après j'écrirai sur ça. On a encore le temps pour une petite question. Oui, monsieur. Vous pouvez faire passer, s'il vous plaît. Pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, je crois comprendre que c'est vous qui composez tous vos textes. C'est très bien d'ailleurs. Et je voulais savoir si vous continuez toujours à les composer sur les futurs albums. Et par contre, au niveau de la musique, comment se passe le processus de création? Alors... Donc j'ai ce binôme dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Sage, Ambroise Villaume, qui était dans le groupe Revolver. C'est la seule personne avec qui je me sens capable de rentrer dans la sphère de la composition. Moi, je joue très mal des instruments de musique. Du coup, très rapidement, je tourne en rond. Donc ce que je fais, en fait, c'est que j'écris une chanson qui est un peu squelettique, qui est un peu bancale, et je la porte à Sage, que maintenant j'appelle mon docteur chanson. Et ce qu'il fait, c'est un travail remarquable, c'est que parfois il ajoute des ponts ou parfois juste il complexifie les accords parce que moi, du coup, je tourne très vite en rond. Il y a des refrains qu'on a écrits ensemble, le refrain de Comme toi. Enfin, il peut comme ça intervenir sur la composition. Et c'est vraiment la seule personne pour l'instant avec qui j'arrive à travailler comme ça et avec qui je veux travailler.
Et au niveau des textes, par contre, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si je crois pas que ce soit de l'orgueil, hein, mais je crois que c'est plus un truc du fait de me dire, bon, ben ensuite, ces mots seront dans ma bouche, donc il faut qu'ils soient vraiment à moi. Et du coup, je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse m'aider à écrire ou que quelqu'un écrive pour moi. Voilà. Clara, on va vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous. Est-ce qu'on a encore un tout petit peu de son ? Je voulais juste te dire, il y a une dame par là-bas tout à l'heure qui a dit merci de votre fraîcheur, essayez de la garder. Moi, je veux dire, parce que ça y est, maintenant vous êtes entrés dans le showbiz avec un tel succès. Non, mais je plaisante pas. Et les gens qu'on interviewe, et c'est mon métier, très souvent ont des réponses codées, n'écoutent pas les questions d'ailleurs, répondent ce qu'ils veulent répondre, un peu comme les hommes politiques. Et c'est assez exceptionnel en fait, quelqu'un qui écoute à ce point les questions et qui répond, je pense, avec une aussi grande sincérité et honnêteté. Et merci, mais vraiment beaucoup. Merci.